Salut la présidente. Merci. À crédit. Messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente, pardon, mes chers collègues, de 9 milliards 95 à 10 milliards 12, effectivement, ce budget est en augmentation. Mais ce n'est pas la signature d'un grand choix, ni le signe d'une priorité gouvernementale à notre sens. Est-ce bien raisonnable en cette période ? Une remarque sur la méthode, tout d'abord. 2012 aura été l'année du dialogue informel, de toutes parts, sur tous les sujets lancés par le gouvernement. Et votre grande conférence sociale commence, tout à fait normal, ici et là, à accoucher de quelques résultats. 2013 devrait être l'année, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, comme l'a rappelé l'excellent Francis Vercamer, l'achèvement de la réforme de la représentativité des organisations syndicales, le lancement de celle des organisations d'employeurs, la constitutionnalisation du dialogue social et la restructuration des branches professionnelles. Ce processus, nous l'approuvons, d'autant plus que nous l'avons largement initié, expérimenté et déjà formalisé. Mais tout processus est par nature amené à évoluer. Tout cadre de discussion a toujours besoin d'être révisé et amélioré. De ce point de vue-là, vous seriez bien avisé de suivre les suggestions faites par Francis Vercamer, notre rapporteur sur l'un des champs du budget. Mais tout cela est un chemin pavé de bonnes intentions qui ne choque d'ailleurs ni ne surprend personne. La seule question, à mon avis, qui se pose en la matière est de savoir si ces intentions sont vraiment discibles et si elles constituent un facteur de confiance renouvelé, notamment entre les salariés et les syndicats. Je n'en suis pas certain. À cet égard, trois incertitudes persistantes. D'abord, la place exacte d'une discussion décentralisée du dialogue social, au plus près des réalités du travail. C'est un impératif, selon nous. Cela pose une nouvelle question de la gouvernance du dialogue social. Et sur ce point, nous n'avons pas de réponse tout à fait claire. Un autre point qui nous tient très à cœur est celui des comptes des organisations syndicales, de salariés et d'employeurs. Il nous semble que la confiance reviendra d'abord en avançant sur ce point. Un aspect très inquiétant, même si la signature du contrat de génération aujourd'hui va nous éclairer, la place du Parlement dans le dialogue social. Je suis assez stupéfait que nous ayons dû attendre des mois et des mois. Ça a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre d'incompréhensions, Monsieur le Ministre, pendant les discussions sur les emplois d'avenir. Demain, nous serons sur ce point, semble-t-il, assez éclairés, mais je pense que vous auriez intérêt, à mon sens, vu la qualité du travail que nous arrivons à mettre en œuvre au sein de la Commission des affaires sociales, à venir plus souvent nous expliquer la teneur des échanges que vous avez avec les partenaires sociaux. Merci, Monsieur le Ministre. Après ces quelques remarques de méthode sur les moyens. Les nouveaux contrats emploi d'avenir lancés, la formule n'est pas nouvelle, on vous l'a dit, elle n'est pas originale. Nous avons voté ce texte, considérant que le travail avait été plutôt de qualité, que nous avions bien amélioré tous ensemble le texte dans l'hémicycle. Mais sur le contrat de génération, pour tout vous dire, Monsieur le Ministre, il est très difficile à ce jour de vous suivre. Le programme 102 est le seul à enregistrer une augmentation des crédits notable. Pour autant, je me pose une question relative au financement des 340 000 CUI-CAE non marchands et des 40 000 CAE-CUI marchands, rajoutés à celle des emplois d'avenir, compte tenu du différentiel de 200 millions entre 2012 et 2013 de l'action 02, qui concerne l'amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, alors que les crédits de paiement pour les emplois d'avenir atteignent 467 millions d'euros. Par ailleurs, les moyens que vous présentez comme renforcés pour l'emploi des jeunes, avec 275 millions d'euros, ne nous semblent pas suffisants. On sait combien il est difficile pour les acteurs du service public de l'emploi d'aider les jeunes les plus éloignés de l'emploi. L'indicateur 3.5 du programme 102 le montre d'ailleurs. La suppression du contrat d'autonomie ne me choque pas. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit plusieurs fois dans l'hémicycle. Par contre, je vais dire, Jean-Patrick Gille, l'inquiétude qui est la mienne sur le fait que les missions locales, on aura du mal à aller rechercher ces jeunes, tels qu'on avait pu imaginer, aller les chercher avec le contrat d'autonomie. Nous attendons, Monsieur le Ministre, de l'acte 2 de la décentralisation, de comprendre la logique qui est la vôtre.
de votre démarche au service de l'emploi, notamment des plus jeunes et des plus éloignés de l'activité. Madame la Présidente, si vous me laissez quelques secondes de plus. Très exceptionnellement. Je vous en remercie. À défaut d'un grand plan national pour l'emploi de la jeunesse en France, que nous aurions souhaité mis en œuvre immédiatement par cette majorité, nous attendons au moins que le système de financement de l'apprentissage soit totalement repensé pour le rendre plus cohérent, il y a aujourd'hui beaucoup trop de collecteurs, et pour lui permettre de se polariser plus précisément sur les aides aux maîtres d'apprentissage. Voilà donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup trop d'incertitudes qui ne nous permettent pas de voter ce budget. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Richard. Merci Monsieur Richard. Je rappelle à l'ensemble des députés présents, quel que soit leur groupe, que beaucoup d'entre vous, sans demander l'autorisation à la présidente que je suis, excèdent leur temps de parole, sans se voir couper le micro, mais si vous voulez que je procède autrement, je peux le faire aussi.